Mais alors, cette affaire-là, les affaires de vaccins, non seulement de la fausse information, du fake news, on a apprécié d'ailleurs Donald Trump montrant à sa petite fille un parterre de journalistes en disant voilà, regarde, c'est ça les fake news, qu'ils ont beaucoup apprécié, je suppose. Et voilà, et donc on partage d'ailleurs pour nos journalistes mainstream français. Justement, la vaccination obligatoire, ces sujets reviennent un petit peu là au travers les difficultés financières de la sécurité sociale. On apprend d'abord le patron du MEDEF et puis ensuite monsieur le ministre de l'économie et des finances Lombard qui explique oui, ça interroge. Hein, quand on n'est pas vacciné, qu'ensuite on tombe malade, est-ce qu'il ne faudrait pas dépenser soi-même sur ses propres deniers pour sa santé? Oui, en fait, tout est reparti d'un rapport de la Cour des comptes qui prône la fin de l'universalité de la sécurité sociale. Oui. Alors, en vous disant d'abord, il faudra mettre fin au remboursement en fonction des revenus, à l'allemande, justement, comme en Allemagne. Alors, si on y réfléchit très rapidement, on se dit, oui, c'est normal, les riches, on ne va pas leur payer leurs médicaments, etc. Moi, j'invite chacun à bien réfléchir à ça. Moi, je suis contre la fin de l'universalité. D'abord, qu'est-ce que riche ? C'est le gouvernement qui décidera si vous êtes riche où est ou le pas. seuil? Voilà, et je peux vous assurer qu'année après année, le seuil, il va faire ça. Et à la fin, c'est toute la classe moyenne qui verra la sécurité sociale disparaître. Non, pas totalement. Il restera les cotisations, ça ne disparaîtra pas, mais il n'y aura plus les remboursements. Donc réfléchissez bien avant de mettre le doigt dans cet engrenage parce qu'il est terriblement dangereux. Ce n'est pas vous qui avez les clés, c'est eux qui décident qui est riche ou qui n'est pas riche. Deuxièmement, derrière la fin de ce principe d'universalité, on peut mettre le critère financier, mais pas que. On peut mettre d'autres critères. Et on pourrait dire, par exemple, effectivement, si vous n'avez pas pris les vaccins qui sont pourtant à votre disposition, il n'y a pas de raison qu'on rembourse ensuite vos traitements. Et c'est exactement ce qui a été dit mot pour mot par le patron du MEDEF, repris, alors avec quelques nuances, il a dit qu'il y réfléchissait, etc., par le ministre de l'économie Lombard. Mais ça s'appelle des ballons d'essai. Si on est un peu perspicace, il faut être capable de les voir, ces ballons d'essai, de les entendre, parce qu'ils ne sont jamais anodins. Et ils sont très cohérents avec cette rupture du principe d'universalité qui permettrait à la Sécu, en tout cas apparemment, de faire des économies, même si moi je doute toujours de cela parce que je pense qu'il y a des coûts derrière. À chaque fois qu'on dérembourse des médicaments, en fait, derrière, on crée d'autres pathologies ou d'autres problèmes peut-être qui seront plus coûteux qu'on verra plus tard. Donc tout ça n'a pas beaucoup de sens. Et on va inciter même les gens à se faire injecter encore plus et donc on paiera peut-être encore plus pour les effets secondaires, voire pire. Donc, je pense que même le calcul financier est très mauvais. Mais en tout cas, ça, c'est un vrai sujet. Je l'ai connecté, moi, à une autre annonce qui a été faite hier. C'est l'OMS qui s'est réjoui de la conclusion dans la nuit du traité mondial sur les pandémies, qui, là encore, n'est pas encore adopté parce que ça doit être fait à l'Assemblée générale mondiale de la santé qui débute le 19 mai à Genève. Puis ensuite, ça doit être ratifié par les pays. Bon, ils ont ajouté tout un gros paragraphe que j'ai lu, que j'ai mis intégralement sur mes réseaux sociaux, qui dit « Ce traité préserve la pleine souveraineté des États sur toutes les mesures thérapeutiques, vaccinales, etc. Pas de confinement obligatoire. » C'est écrit en toutes lettres. Donc, je me suis dit, au moins, ils ont donné des gages où ils espèrent que d'autres pays ne claquent pas la porte de l'OMS. Donc, ils essaient de faire attention. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Parce que malgré tout, ce traité, il reste juridiquement contraignant, ce qui ne serait que le deuxième dans l'histoire de l'OMS, après un premier traité dans les années 90 sur la lutte contre le tabac. Et par ailleurs, il est empreint, à part ce paragraphe, qui est un peu comme un cheveu sur la soupe, il est empreint pour le reste d'une idéologie très mondialiste, ce qu'on appelle One Health, qui est le truc qui permet à Bill Gates de dire je dois investir à la fois dans l'agriculture, dans les OGM, dans le système alimentaire, dans la thérapie et dans les vaccins. Cette espèce de continuité, c'est à partir de la logique One Health qu'on est en train d'injecter des vaccins ARN messagers aux canards. Vous voyez, on connecte tout et tout est un peu comment dire, on peut substituer tout à tout. Et donc, le canard, puis l'homme, etc. C'est un peu la même chose, une longue continuité. L'homme n'est plus perçu comme un peu particulier dans la chaîne, il est perçu comme simplement un maillon de la chaîne, avec tous les dangers qu'il peut y avoir derrière.
Je pense que même l'objectif est d'avoir à peu près, c'est le vaccin pour tous et le vaccin pour tout. Et il y aura un vaccin pour tout. Et donc, si vous n'êtes pas vacciné, vous subirez les conséquences sur déjà le plan financier. Il y aura plus qu'une incitation financière, puisqu'on le voit, on va pouvoir même un jour vacciner contre le cancer. Avec alors, quels en sera les résultats? Ça, c'est une autre histoire. Pfizer a déjà mis beaucoup d'argent là-dedans. Ils sont en train de le faire. Donc, pour aller au bout du raisonnement, je pense qu'il faut que la France quitte l'OMS. Hein. Nous avons lancé sur notre site une pétition nationale en ce sens hier. J'invite tout le monde à aller la signer, à la relayer. C'est dans la rubrique pétition sur le site. Et vraiment, c'est important parce qu'on voit bien que l'Argentine qui a quitté l'OMS en février, les États-Unis qui ont quitté l'OMS en janvier, ne s'en portent pas plus mal. Au contraire, ils sont en train de remettre complètement à plat toute la politique, de réfléchir à la politique de santé. Et je pense qu'on a besoin d'y réfléchir. Ou est-ce que on doit pas Moi, je suis un souverainiste pour la souveraineté des peuples sur leur politique de santé publique, mais aussi pour la souveraineté des individus sur leur choix de santé individuelle. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Exactement. Et je pense que la souveraineté, c'est pas que les peuples, c'est aussi les individus, en commençant par ces choix de santé. Et ça n'est pas compatible avec l'approche One Health de Bill Gates, de Ursula von der Leyen et de l'OMS. Et ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, sur un autre sujet, on a pu voir que quitter ce type d'organisation de mutualisation ne crée pas que des soucis. Regardez, en Europe, j'ai l'impression que sur le plan économique, eh bien, l'Espagne et le Portugal qui ont quitté il y a un an justement le marché de l'énergie, ils trouvent tout à fait leur compte sur le plan économique. Ce sont les deux pays aujourd'hui qui ont une santé économique la plus favorable, au moins au sud de l'Europe. Oui, ils payent moins cher leur énergie, tout à fait. Bien sûr. Alors, ils sont assez extraordinaires puisqu'on peut flécher au centime près où va l'argent, sauf en Europe où, semble-t-il, on perd la trace de l'argent. Ah, c'est extraordinaire. Les mêmes qui donnent des leçons aux Français, ou les mêmes, ou en tout cas leurs grands frères, les Moscovici et autres qui nous tensent parce que nous sommes trop dépensiers, au niveau européen, on ne sait plus où est passé l'argent, c'est ça? C'est une information que vous avez relayée. Alors, c'est la 7 ou 8 milliards pour des ONG. Voilà, c'est ça. C'est un rapport de la Cour des comptes européenne, je crois, du 7 avril, qui dit, alors je reprends les termes, on a perdu la trace de 7,4 milliards d'euros. Si vous voulez, pourtant, c'est quand même visible, je pense, 7,4 milliards, c'est quand même pas rien. Non, on a perdu la trace. Alors, c'est marrant parce que même la Cour des comptes européenne, qui n'a pas le même style, c'est un style moins administratif que la Cour des comptes française, écrit à un endroit dans le rapport, ce ne sont quand même pas des cacahuètes. Bon, non, effectivement, ce ne sont pas des cacahuètes, c'est 7,4 milliards d'euros. Non, alors, le problème, c'est que, d'abord, on ne perd pas la trace de 7,4 milliards d'euros. C'est ça qu'on arrête de me faire croire cette fable. Évidemment, il y a bien des gens qui en profitent et cet argent, il est quelque part. Deuxièmement, on met le doigt dans tout le réseau d'ONG, dont la Cour des comptes dit par ailleurs que certaines ne sont même pas des ONG. C'est autre chose, sans savoir exactement ce que c'est. La Commission européenne qui distribue comme ça l'argent ne vérifie pas grand-chose. Qu'elle concentre en plus, alors il y en a 20 000, je crois, ou 18 000 qui reçoivent de l'argent, mais il y en a 30 qui reçoivent 40%. Donc il y a vraiment une concentration sur quelques-unes, et on ne sait même pas selon quels critères elles sont choisies et pourquoi elles reçoivent tellement. Il y en a qui reçoivent 150 millions d'euros de subventions. C'est considérable. Vous recevez d'un coup 150 millions d'euros de subventions. Qu'est-ce que vous en faites quand vous êtes une ONG? À quoi vous servez? Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ces ONG? Est-ce que c'est les ONG Soros qui font traverser la Méditerranée pour ramener toujours plus d'immigration, qui payent les passeurs, les trafiquants d'êtres humains? Et ces ONG auraient dû être déjà poursuivies devant les tribunaux. Elles l'ont été d'ailleurs un peu en Italie il y a quelques années. Ça n'a pas donné grand-chose. Et elles devraient être dissoutes depuis bien longtemps. Est-ce que ce sont des ONG qui prônent le wokisme à tous les étages, y compris pour nos gamins dans les écoles? C'est tout à fait possible et probable même. Est-ce que ce sont des ONG qui prônent le multiculturalisme, donc c'est-à-dire la destruction des nations par l'immigration massive couplée au communautarisme? Est-ce que ce sont des ONG qui prônent le supranationalisme, ce qui est aussi une spécialité des ONG Soros? Probablement. Tout le système se tient, c'est le même système. Donc ça, c'est votre argent, c'est mon argent, c'est notre argent. Et effectivement, à côté, on va avoir un Moscovici, un Bayrou et tout qui vont venir à la télévision dire aux Français, vous ne bossez pas assez. Alors, c'est toujours assez comique d'ailleurs quand Bayrou vous dit qu'on ne bosse pas assez, lui qui quand même n'en fiche pas une depuis 40 ans.
qui vit au crochet littéralement du contribuable depuis 40 ans. Il saute de poste en poste comme une puce. Vous savez, il trouve toujours un nouveau poste pour garder la tête hors de l'eau. Alors, la dernière fois, c'était le commissariat au plan. Oui. C'est pas moi qui l'écris. Vous avez la presse qui a fait un peu le bilan de son travail. Ils disent très maigre, très ténu, 7 rapports en quelques années. On ne sait même pas à quoi ils ont servi, probablement à rien. Par contre, on sait que ça a coûté terriblement cher. Et puis là, il sert à quoi? Qu'est-ce qu'il fait comme Premier ministre, M. Bayrou? Comment ça se fait que les oppositions n'ont pas encore appuyé sur le bouton motion de censure? Enfin, qu'est-ce qu'elles attendent? Honnêtement, qu'est-ce qu'elles attendent? Il a menti comme un arracheur de dents dans l'affaire Betaram, qui est quand même très grave. Il est en train de nous faire tout ça. Il est en train d'insulter les Français sur le fait qu'ils seraient des fainéants, etc. Et à côté de ça, on le laisse continuer à vivre de notre argent à Matignon. Mais c'est pas possible, moi, que cet homme-là, il finisse par rentrer directement et pour une bonne fois pour toutes dans son Béarn, c'est ça, je crois. Oui, absolument. Et qu'on ne le revoit plus. Si le conseil municipal de Pau l'intéresse tant, qu'il y passe sa vie, mais qu'il laisse les Français tranquilles.